Le vol qui a sombré. Au large des Comores, l'affaire Yemenia, 626. Dans la nuit du 29 au 30 juin 2009, un avion s'approche des Comores. À son bord, 153 personnes. Beaucoup rentrent chez elles après des années passées en France. Certaines reviennent voir une famille qu'elles n'ont pas vue depuis longtemps. À quelques minutes de la piste, l'appareil glisse silencieusement vers l'océan et disparaît des écrans radars. Quand l'aube se lève sur Moroni, une question commence à hanter tout un archipel. Comment un avion peut-il s'évanouir à quelques kilomètres seulement de sa destination? Et pourquoi une seule personne, une fillette de 12 ans, a-t-elle pu en réchapper? Aujourd'hui, nous reconstituons heure par heure les derniers instants du vol Yemenia 626 et nous suivons le combat judiciaire de 13 années qui a suivi, jusqu'à ce qu'une cour française rende enfin son verdict. Pour comprendre cette nuit-là, il faut d'abord comprendre le trajet que ces passagers ont emprunté. La plupart d'entre eux ont quitté Paris dans la journée, à bord d'un Airbus A330, un avion moderne et confortable, assurant la liaison directe vers le Yémen, avec une escale à Marseille où d'autres voyageurs montent à bord, beaucoup issus de la communauté comorienne installée dans le sud de la France. Ce premier vol se déroule sans incident, mais à Sanaa, capitale du Yémen, tout le monde doit changer d'appareil. C'est un Airbus A310, plus ancien, qui attend désormais les passagers pour la dernière étape du voyage. Un avion qui va assurer la liaison finale vers Moroni, aux Comores. Personne, parmi les 142 passagers et les 11 membres d'équipage, ne sait encore que cet appareil ne se posera jamais. Le vol décolle de nuit. Dans la cabine, l'ambiance est plutôt détendue. Plusieurs passagers évoquent à plus tard une chaleur inhabituelle à bord, une odeur tenace, quelques mouches qui circulent mal dans l'allée. Rien d'alarmant en soi pour des voyageurs habitués à ce trajet. Aux commandes se trouve un équipage entièrement yéménite, sous la responsabilité du commandant Khalid Hajeb. L'avion traverse la nuit au-dessus de l'océan Indien, puis amorce sa descente vers l'archipel des Comores. Dans le cockpit, rien ne laisse présager l'issue de ce vol. Mais en coulisses, plusieurs éléments se sont déjà alignés des mois, parfois des années, avant cette nuit du 30 juin. Pour comprendre pourquoi cet avion s'est abîmé en mer, il faut remonter à la réputation de la compagnie qui l'exploite. Plusieurs années avant le drame, les autorités françaises avaient déjà identifié des irrégularités dans l'équipement technique de cette compagnie, au point d'interdire certains de ces appareils sur le territoire français. Mais ces restrictions ne concernaient pas l'ensemble de la flotte, et les vols continuaient de relier la France aux Comores via le Yémen, dans une zone où les contrôles de sécurité aérienne sont historiquement plus faibles que sur les grandes liaisons internationales. L'aéroport de Moroni lui-même pose problème cette nuit-là. Les feux de piste destinés à guider les pilotes lors d'un atterrissage nocturne ne fonctionnent pas correctement. Un détail qui, ajouté à l'obscurité totale au-dessus de l'océan, va priver l'équipage de tout repère visuel fiable au moment crucial de l'approche. Vers 1h50 du matin, heure locale, l'avion entame sa descente finale. C'est à ce moment précis que tout bascule. Plusieurs survivants et témoins évoqueront plus tard des turbulences ressenties juste avant l'impact. Les enregistreurs de vol, retrouvés des semaines plus tard au fond de l'océan, révèlent une approche instable. Les pilotes peinent à maintenir l'appareil sur la trajectoire correcte. Au lieu de stabiliser l'avion, les commandes successives entrées par l'équipage aggravent la situation. L'appareil perd de la vitesse sans que personne à bord ne semble réagir efficacement aux alarmes qui se déclenchent dans le cockpit. En quelques secondes, l'Airbus entre en décrochage aérodynamique, cette situation où les ailes perdent brutalement leur portance. Moteur toujours à pleine puissance, l'appareil plonge vers l'océan et heurte la surface de l'eau à grande vitesse, à une quinzaine de kilomètres au large de la Grande Comore.